Dans cet épisode, les clapeurs et moi-même vous dévoilons le top 5 des meilleurs films sortis en salle en 2020. Préparez-vous à des clashs, des débats, des punchlines et surtout suspense. Nous vous dirons quel est le meilleur film de 2020. Sunderlight Productions. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 pour tout connaître du cinéma, de son actualité avec des critiques, des débats, des interviews et des jeux. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, cette discussion Elsa rigole, super, on est ravis. Cette discussion entre amis, elle va se dérouler avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine. Ce sont nos fameux clapeurs que je vous présente tout de suite. Notre première clapeuse est une productrice et autant vous dire que quand elle a appris que les cinémas ne réouvraient pas, elle a tout de suite appelé l'Elysée et elle est toujours en attente d'une réponse. C'est une clapeuse fougueuse. C'est Elsa Morel. Ma facture de téléphone, ça va pas du tout là. C'est terrible, hein. Nous retrouvons aussi un second clapeur qui est un journaliste qui est en pleine rédaction de l'article ultime qui fera plier le gouvernement pour la réouverture des salles de cinéma. C'est Gabriel Thibault. Bonjour, encore faudrait-il que je trouve un média à le vendre. On peut tout publier sur internet Nous maintenant. retrouvons finalement un clapeur responsable marketing qui n'est autre que le mari de la comédienne Melra Bédia, c'est Michael Godefroy. Vous saurez tout sur notre avancée de notre relation, vous saurez tout aujourd'hui. Du coup, Voilà. c'est faux. c'est Melra Godefroy du coup. Ouais, je suis pas sûr qu'elle serait pour Non, Melra. ça peut être Michael Bédia, pourquoi Ouais, Si, Elsa, si, on peut c'est choisir. vrai. On peut choisir. Pourquoi faut-il que ce soit que dans un sens Est-ce que ça vraiment. Est-ce que j'ai envie de m'appeler Michael Bédia? Est-ce qu'on a envie de partir dans ce débat? Oui, je c'est sais de pas. ouf. On a envie de le savoir. Vieille réac. Mais c'est violent Aujourd'hui, quand même. nous allons... Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au top 5 des meilleurs films qui ont fait l'année 2020. On va passer rang par rang, en commençant par ce qui pour nous est le 5e film, 4, 3, 2, 1. Chacun va donner son film et on va en débattre un peu. Et on commençons dès maintenant d'ailleurs avec, dans le 5e rang, quel est le 5e meilleur film de 2020 selon vous? On va commencer avec toi, Elsa. Alors pour moi, c'est Tenet de Christopher Nolan. Ah, on a du Tenet, Gabriel. Eh ben, Tenet est effectivement un très très bon film et je lui préférerais 1917 de Sam Mendes. Ah ouais, donc toi tu choisis 1917, Michael. Moi, ce serait plutôt Invisible Man, qui est selon moi le meilleur film d'horreur de l'année. Ah d'accord, tout simplement. Moi j'ai choisi en 5e meilleur film The Rental qui est aussi un film alors qui a été présenté comme un film d'horreur mais qui n'en est pas un, qui est de la première passage en réalisation de Dave Franco mais qui est plutôt un thriller psychologique comme Invisible Man d'ailleurs. Mais revenons sur ce que vous avez dit. Là on voit du 1917 qui est est-ce que d'autres non il fait partie du classement que pour toi en 5e place je vois Gabriel. Oui, je pense, et je l'explique sans trop de difficulté parce que je pense que Tenet a aussi joué le rôle du gros film blockbuster d'action. Il n'y en a pas eu tant que ça. D'action de l'année, il n'y en a pas eu tant que ça, et d'ailleurs, même ne serait-ce que pour le courage de Christopher Nolan et de Warner d'accepter de le sortir, effectivement, il mérite une bonne place. Moi, si je garde 1917, ce serait plutôt pour les images qui me marquent encore depuis que j'ai vu le film. Je pense par exemple au moment où le protagoniste sort de la rivière en marchant sur les corps jusqu'à monter et s'allonger dos à un arbre, et où la scène finale d'explosion qui est dans une espèce de dichotomie entre le vert et le blanc qui m'a absolument fasciné. Et je pense que c'est des images qui marquent profondément, et c'est pour ça que je le note ce film. Moi je trouve que les deux films sont époustouflants visuellement, mais Tenet, je trouve qu'il a trouvé un moyen de réinventer le voyage dans le temps entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, quand il y a un voyage dans le temps, on voyait une machine ou quoi que ce soit, puis les personnages remontaient dans le temps, alors que là, avec l'entropie, c'est une manière scientifique de remonter dans le temps. J'ai trouvé ça intéressant de réinventer ce procédé. D'explorer d'une autre façon. Michael, ouais. Surtout 1917, quand même, c'est un film à Oscar, vraiment, où on part sur le concept de plan séquence, là où Tenet, c'était vraiment de la création pure, avec un concept, comme tu l'as dit, super original. Donc je mettrais quand même une petite pièce sur Tenet. Donc plutôt Tenet. Après, donc, on l'a dit dans les autres films, en dehors de ces deux, il y a Invisible Man et The Rental, qui sont tous les deux un peu des thrillers plutôt que des films d'horreur, je dirais même. C'est ça, Invisible Man, ça mélange les deux genres, mais dans les deux genres, il excelle. Ça qui est très très fort. C'est des thrillers psychologiques, hein, faut...
Disons qu'il y a certains procédés où on se rapproche du film d'horreur. Par exemple, il y a une scène où il est dans sa chambre, l'Invisible Man, et clairement, c'est que des procédés de film d'horreur. Et sinon, effectivement, il y a des vrais thrillers, des courses-poursuites, où effectivement, là, on se rapproche du thriller. Puis Invisible Man, vous verrez, il va revenir dans mon classement. Effectivement, je trouvais qu'il était assez bien ficelé parce que c'est effectivement une réadaptation de L'Homme Invisible aujourd'hui et une relecture avec des thèmes actuels. Et ici, c'est donc la violence faite aux femmes, la violence qu'elle soit psychologique ou physique. Et je trouvais ça très intelligent d'avoir revisité ce conte-là de cette façon-là, Gabriel. Je trouve effectivement que L'Homme Invisible se marie bien avec une histoire de harcèlement et de stalking. Effectivement, c'est assez brillant, mais je trouve que on arrive à une situation où le pitch de départ, le prétexte de l'intrigue, où on a justement ce savant fou qui met au point une machine révolutionnaire juste pour poursuivre son ex-compagne, me paraît assez difficile à tenir, et c'est justement un peu la limite que j'aurais vue à Invisible Man et qui m'empêche de le mettre dans le top que moi je suis pas d'accord parce qu'en fait je trouve que justement ce concept, c'est vraiment le concept de l'homme invisible, et je trouve ça assez malin en fait d'avoir de s'être dit ok, revisitons-le aujourd'hui avec ces thèmes là, et du coup de toute façon c'est la relecture du conte de l'homme invisible, donc faut qu'il y ait un homme invisible, et là en plus ils sont quand même un peu foulés pour trouver la façon dont il est être invisible avec une technologie sur des verres optiques en gros qui fait qu'on grâce à ça on le voit pas, et je trouve que c'est effectivement on se doute que cette technologie elle n'existe pas, mais je trouve que c'est quand même assez malin de l'avoir revisité aujourd'hui par le biais de la technologie, en parlant de violence faite aux femmes. J'ai trouvé ça assez fort comme film. On voit que c'est vraiment cet homme qui n'est pas là et qui en fait est là. On voit que c'est vraiment ces hommes qui hantent leurs femmes après les avoir violentées. Je trouve ça assez fort comme oui. Et puis juste pour terminer, c'est quand même le sujet principal, du coup c'est la paranoïa, et du coup à l'image, ce que tu peux en faire du long métrage, tu peux en faire un peu ce que tu veux, parce que vu que c'est basé que sur la paranoïa, bah tu peux un peu jouer sur entre guillemets un peu le fantastique, si je puis dire, parce que cette femme a été quand même traumatisée par ce mec avant même que l'homme invisible arrive. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dans le sens où elle est trauma de base avant même son existence, donc il peut en faire ce qu'il veut de cet homme invisible, il est déjà ancré dans sa tête. Voilà, c'était pour terminer. Rapidement, justement, rapidement, moi j'ai pas du tout de problème avec la technologie et la façon dont ça a été actualisé. C'est juste que je trouve que le prétexte est un peu faible, et je trouve qu'on devine très vite que elle n'est pas en train, que Elisabeth Moss n'est pas en train d'halluciner et que sa présence est là, et je trouve que mais passer peut-être un peu plus de temps sur la façon d'installer le prétexte du méchant et l'ambiance un peu macabre aurait été préférable. Tu l'aurais pas mis dans ton top, genre dans ton top des meilleurs films, il arrive en 17ème place ou Oui, bien en dessous. Ah oui, d'accord. Oui, vraiment, on est bon. Mais je trouve que ce que vous dites sur la réutilisation du mythe pour parler d'harcèlement est très juste. Et ça, c'est une vraie force du film que je ne nie pas. Passons à la 4ème place, Elsa, toi. Alors moi, j'ai un film français qui s'appelle Play de Max Boublil et Anthony Marciano. Oui, je crois que c'est réalisé par Anthony Marciano, c'est peut-être coécrit par Max. Coécrit. J'ai trouvé ce film, enfin je vais pas m'étaler dessus, mais plein de nostalgie, vu qu'on l'a pas fait en critique, j'ai trouvé que c'était un film plein de nostalgie qui m'a donné la nostalgie d'une adolescence que j'ai pas eue quelque part, parce que je suis pas née dans les années 80 ou quoi que ce soit, mais ça m'a donné beaucoup de nostalgie. Beaucoup de fois le mot nostalgie. Exactement. Gabriel. Aussi un film français qui parle d'une époque révolue pour moi, puisque je vais parler de La Bonne Épouse, et comme on a déjà fait un podcast à ce sujet, inutile fort. Vous pouvez écouter la critique. Vous pouvez écouter la critique, je crois que de mémoire qu'elle est dithyrambique, alors oui, c'est vrai que toute l'équipe avait beaucoup aimé La Bonne Épouse. Michael en 4ème place. Alors moi, mon film, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, réalisé par Emmanuel Mouret. Et c'est avec Nils Schneider, c'est ça? Nils Schneider, Camilla Jordana. Nils Schneider, Camilla Jordana, Émilie Duquesne, Vincent Macaigne. Effectivement, c'est pas forcément le film que les gens visualisent le mieux. T'es le seul à l'avoir vu ici, ou il y en a d'autres qui l'ont vu, les choses qu'on je l'ai pas vu, et je le regrette beaucoup parce que j'aime particulièrement Émilie Duquesne d'habitude. Alors pour être honnête, moi la bande-annonce me donnait pas trop envie parce que j'ai trouvé que le jeu d'acteur paraissait assez fade. Voilà, c'est méchant parce que j'ai pas vu le film, mais... Alors, c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il parle de manière théâtrale tout le film, donc c'est un vrai style. C'est pas réaliste, quoi. Alors, c'est pas réaliste, mais juste dans cette manière de s'exprimer, mais ça rend le film
pas faussement poétique, parce qu'au final, le film est assez dur à mettre en place. Disons qu'il y a plusieurs histoires amoureuses qui se relient en une. Donc c'est vraiment un film choral, mais je trouve qu'il est très très beau, très poétique et assez original. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça, un film d'amour comme ça. Alors oui, c'est un film d'amour, ça peut pas plaire à tout le monde, mais j'ai beaucoup aimé. Moi, en 4e place, ce n'est pas un film français. Pour contraster avec vous, c'est Les filles du Dr March de Greta Gerwig, que j'avais trouvé particulièrement réussi. Je crois qu'il reviendra dans ce classement. Oui, donc on en reparlera. Très apprécié. D'ailleurs, on a déjà je crois qu'on avait fait la critique aussi, tout à fait, des filles du Dr March avec les excellentes Sœur Sharonan, c'est oui, ça, c'est ça. Si je prononce bien. Non, ce qui est marrant, cette 4e place, effectivement, c'est la place des films français. On voit que, en même temps, c'est une année 2020 qui est assez propice à ça, puisqu'il y a eu moins de films étrangers, donc peut-être qu'on est plus facilement allé voir des films français, et c'est chouette. On voit que des films en tout genre, il n'y a pas que des comédies, puisque les choses qu'on dit, c'est pas une comédie, j'imagine. C'est une comédie dramatique. Comédie dramatique plutôt, voilà. Très bien. Si personne ne veut réagir, Play, quelqu'un l'a vu ou... Si peut-être Play quand même réagir, parce que les films là, tous les films, les 3 films que vous avez donnés, les films français, c'est quand même des films avec des concepts forts, avec une très bonne écriture. Play, c'est super sympa, c'est super original. Donc ceux qui ne le savent pas, c'est en caméra. En fait, c'est en phone footage. C'est en phone footage, exactement. On revoit des images donc comme si elles avaient été filmées par eux, et c'est du phone footage en comédie, alors qu'on a plutôt l'habitude de voir ça en horreur ou dans d'autres genres. J'espère qu'il sera au César pour... voilà. Pourquoi ? Choisis une catégorie, vas-y. Non, mais pour le mettre en avant, non, mais pour... je crois que c'est pas le premier film... D'Anthony Marciano ? Ouais. Je suis pas sûr. Mais je vais vérifier ça. Ok, mais j'espère... Ou même Alice Isa, je trouvais qu'elle était très bien dans le film, donc peut-être en meilleur espoir, parce qu'on la connaît pas trop. Sur elle. On la connaît quand même. Je pense qu'elle peut plus être meilleur espoir. Tu crois ? on la connaît quand même un peu. Moi, je la connaissais pas, j'avoue. Alice Isa, ouais. Tu l'avais vu, tu l'as pas vu, toi, Gabriel? Non, je l'ai pas vu, mais ça me donne envie de le rattraper quand même. Bon, il avait réalisé des films avant. Marciano, il n'aura pas le premier film, il avait Les Gamins et ah oui, c'est Robin vrai. des Bois, la véritable histoire. Je dis n'importe quoi. Infidèle de Max Boublil, justement. Oui, bah oui. Voilà. Les films ensemble. Bon, passons donc à la 3e place. Gabriel. Eh bien moi, en 3e place, je vais mettre l'expérience de cinéma qui m'a le plus terrifié de l'année, qui est le film danois Exit, que je me rappelle le nom du réalisateur, qui s'appelle Rasmus Kösterblø. D'accord. Qui parle justement, rapidement pour présenter, c'est une journaliste qui vient faire un sujet sur les fondations du nouveau métro de Copenhague, et quelque chose tourne mal, et avec 2 autres ouvriers, elle se retrouve coincée au cœur de la machine sous terre. Et je l'ai vu en VOD, et je suis très heureux de ne pas l'avoir vu au cinéma, parce que je ne sais pas si j'aurais tenu jusqu'à la fin de la séance, tellement j'étais pétrifié par l'horreur qu'on était en train de me montrer. D'accord, donc ça t'a marqué. Moi, je me souviens effectivement de la bande-annonce qui avait l'air assez forte et assez... ouais, tu sentais qu'il fallait pas être claustrophobe devant. C'est écrasant, j'en avais des frissons sur tous les bras. Enfin, d'accord. T'es le seul à avoir vu Exit ici ? Ouais, personne d'autre. Moi, je l'ai pas vu. Mais alors, qu'as-tu mis en 3e place, Michael, à la place d'Exit ? Alors, je pense que ça va en étonner certains, mais j'ai mis The Gentleman par Guy Ritchie. Voilà. Avec Matthew McConaughey, avec Grant, Charlie Hunnam, Colin Farrell. Donc très beau cast, mais au-delà de ça, moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'humour british, et voilà, j'ai adoré aussi, mais il m'a fait beaucoup de bien aussi. Voilà. Les films du classement m'ont fait beaucoup de bien. Elsa. Michael est en petite dépression, il s'est dit voilà. Non, moi j'ai mis, c'est le grand retour d'un film qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est Les filles du Dr March. Voilà. Non, mais je trouve que à chaque fois, il y a Roxane Brett qu'on avait reçu l'année dernière qui a, je trouve, très bien dit le film, enfin résumé le film. C'est un plaid dans lequel on voudrait s'enrouler en fait. Petit duvet, un petit dans lequel on s'enroule. Mais c'est vrai que c'est un petit truc qui nous réconforte. Il dure très longtemps et en fait, non, mais il dure quand même plus de 2h16, 2h10. Maintenant c'est long quand même. Et je trouve qu'on est transporté dans ce voyage et les personnages, les actrices qui jouent ces personnages sont très fortes. Elles sont toutes en nuances en fait. Donc moi j'ai adoré ce film. Je suis d'accord, franchement, c'est pour ça que moi il était à 4e place. Je trouve que c'est un très beau film et qui est très agréable et très intelligent, qui a un véritable propos aussi. Après, c'est une adaptation bien sûr, mais je comprends tout à fait sa place dans ce classement. Moi j'ai choisi un film français cette fois-ci, Adieu les cons, d'Albert Dupontel, que je soutiens, que je trouve vraiment être une bulle poétique noire. Ça est de la poésie noire en
en plein confinement puisqu'il est sorti juste avant et je sais pas, il est nulle part dans vos classements. Vous n'avez pas à ce point-là, il serait juste en dessous ou alors c'est vraiment il serait peut-être à la 7ème place, quelque chose comme ça, parce que quand même il y avait 1917 où j'hésitais aussi à le mettre et les films qui sont dans mon classement sont quand même devant Adieu les cons, parce que moi j'ai perdu mon âme d'enfant, je l'avoue, mais j'ai du mal avec les contes comme ça où tout n'est pas vraisemblable. Ah oui, c'est vrai que toi je comprends pas. Non mais ça va, je te dérange pas. C'est pas réaliste. Normalement quand on te tire dessus tu meurs, je comprends pas. Gabriel, tu voulais réagir? Déjà 5 places c'est trop court, donc forcément oui, évidemment. On aurait du mal. Moi si j'ai pas placé Adieu les cons, c'est parce que précisément dans le top il y a que des films qui m'ont laissé une énorme impression, et Adieu les cons pour moi commence déjà à s'effacer. Il a cette il a une saveur de film un peu nostalgique qui donne l'impression un peu à l'ancienne, un peu vaudeville où tout court dans tous les sens, etc. Et je trouve que c'est délicieusement désuet, mais ça m'a pas marqué au point de figurer dans mon top 5. Moi j'annonce, j'aurais même pu le mettre plus haut, parce que vraiment Adieu les cons, je trouve que c'est d'une telle Est-ce qu'on peut dire maestria. Adieu les confinements? On espère, on aimerait bien. Non mais c'est vraiment d'une telle maestria, et je rappelle encore une fois que Virginie Efira est juste brillante dans ce film et qu'elle aura l'Oscar. L'Oscar carrément. Le César de la meilleure actrice, l'Oscar, moi je lui donne tous les prix. Nommée à côté d'Alice Isas pour Play, voilà. Oui, mais c'est Virginie qui l'aura. Voilà, The Gentleman, moi je l'avais vu, Michael, c'est toi qui l'as mis en 3ème place. Ouais. J'avais trouvé la première partie laborieuse et la seconde très réussie, ce qui m'avait fait un résultat un peu mitigé. Non, pas mal, j'avais bien aimé, mais je crois que c'est trop long pour ce que ça raconte. Alors, en fait. Ça a du mal à se mettre en place, j'avoue. Tout le départ est un petit peu lent, mais moi, en fait, l'humour british, c'est quelque chose que je pense tout le monde n'aime pas spécialement. Et moi j'ai assez adhéré en fait, et il y en a beaucoup dans le film. Il y a aussi de l'action et les acteurs, je trouve, sont brillants, et j'ai adoré suivre leur histoire en fait, même si j'avoue dans le bémol c'est que l'intrigue n'est pas non plus incroyable. On sait ce qui va se passer, on se doute, mais voilà, moi j'ai passé un vrai moment de plaisir devant, et je trouve que c'est vous l'aviez vu Non, je suis passé à côté, celui-là, je pas de The Gentleman. Bon, eh bien passons-nous à la 2ème place du classement, juste avant donc la première, c'est logique. Quel est le 2e meilleur film de 2020, Elsa? Un film plein de fraîcheur, sans prétention, Jojo Rabbit de Taika Waititi. Oh non. Ah voilà. Oula, on a des désaccords là. Je le défendrai. Vas-y, tout mon réponds corps. maintenant, Gabriel. Ton droit de d'accord. réponse, c'est maintenant. Déjà Taika Waititi, déjà avec Thor Ragnarok, il m'avait complètement perdu. Moi je trouve que la grande faiblesse de Jojo Rabbit vient dans l'incroyable naïveté de son fond, pour une forme relativement subversive. C'est-à-dire que quand on regarde de loin, forcément on voit cette espèce de duo, la mise en scène d'Hitler, etc. Ça a quelque chose de très subversif. On s'attend à un propos un peu électrique, un peu surprenant, et je me rends compte que l'histoire est quand même très consensuelle. On a toujours la mise en scène des justes. On a un propos qui est très manichéen. Alors forcément quand on parle de nazisme, on a du mal à on va pas dire non, mais quand même les nazis la question ne se pose pas, mais je trouve que justement on avait peut-être l'occasion de présenter Hitler d'une façon relativement nouvelle, et si là on s'en sert pour faire des blagues, la condamnation traditionnelle est encore là, et effectivement il faut le condamner, mais je trouve que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus subversif. Moi je suis d'accord, beaucoup plus corrosif, et je l'ai pas trouvé. Je suis assez déçu par ce film. Je pensais aussi qu'il serait un peu plus fou, un peu plus audacieux. Il y a une structure narrative qui est quand même assez effectivement classique. Le petit garçon qui tombe amoureux de la fille, il y a un propos un peu mielleux. Je trouve qu'il a des idées assez audacieuses d'Hitler, meilleur ami, tout ça, c'est assez malin, mais derrière on a une histoire qui est quand même qu'on a déjà vu 20 fois quoi. Mais moi je trouve que ce film, malgré le côté consensuel, a une fraîcheur qui s'est dégagée, et moi j'ai beaucoup ri, ça m'a aussi ému. Mais je suis d'accord, moi je l'aurais mis, moi je l'ai cité, puis je pense qu'il est 6ème, 7ème, il est pas loin, mais et puis le budget du film était pas très élevé, je crois que c'était 17 millions. Alors un budget ça justifie pas tout, mais moi j'ai trouvé que ça se voyait pas en fait, que ça valait 17 millions. C'était la direction artistique était très bien, donc et puis je suis ressortie de ce film en étant à la fois joyeuse mais en même temps triste. Enfin, moi j'aime bien quand les films, quand je ressors de la séance, ils me laissent quelque chose en fait. Donc, je suis assez d'accord avec Aurélien et Gabriel dans le sens où ça ne va pas assez loin, mais je pense qu'il est parti juste du postulat qu'on est dans la tête d'un enfant
et qu'on en doit rester dans sa tête. Donc il y a un côté où genre ça va pas aller au-delà dans le propos, on va dire, de fond. Et je pense que c'est ce parti pris là. Après, peut-être que je me trompe. Je pense qu'on peut faire avec des films avec des enfants qui vont quand même un peu plus loin et qui sont. Il n'y a pas que aller plus loin, il y a aussi ne pas être trop classique. Et justement, il y a toute cette partie-là classique de l'histoire. Ah bah tiens, en fait, je tombe amoureux de la fille. C'est dommage, on aurait pu avoir un truc un peu plus original que ça, alors que le film se vend comme étant original. Il n'est pas tant que ça. Rapidement, Gabriel puis Elsa. Oui, et je trouve que même dans la reconstitution historique, il n'y a rien de particulièrement neuf qui en sort. Donc toi, Aurélien, tu dis que tu as hésité à le mettre un peu autour, etc. Moi, Jojo Rabbit a taquiné la liste des flops. Ah ouais, des pires films. Oh là. Je pense que je précise, pourrais le mettre en 7ème ou 8ème place. Je précise que le film on fera un épisode dans une semaine précisément avec les pires films de 2020. Donc bon, vous saurez qu'il n'y aura pas Jojo Rabbit du côté de Gabriel, mais qu'a failli y être. Il m'a choqué là. Ça est en PLS. Gabriel, quel est ton deuxième meilleur film de 2020? Bon, je vais continuer la longue série des filles du Docteur March. Voilà. Disons, on le retrouve. Du classement, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'avais vu quelques années avant Lady Bird de Greta Gerwig avec déjà Sir Sharonan, et je me suis rendu compte en voyant Les 4 filles du Docteur March que beaucoup de choses ont évolué dans son cinéma, beaucoup de choses se sont améliorées, le film choral est extrêmement bien géré, Florence Pugh qui joue l'une des... Désolé, qui joue je sais dire Sir Chat mais pas Florence Pugh. C'est juste que le GH, je crois que je suis pas prof d'anglais. Qu'on voyait déjà dans Midsommar, on la retrouve ici, elle est vraiment lumineuse. Je vois beaucoup d'évolution par rapport à son précédent film qui parlait aussi du passage vers l'âge adulte, et j'ai été particulièrement ému par un film qui ose parfois des images naturalistes, je pense à la plage ou à la façon de filmer la nature pour accompagner la croissance de ces jeunes filles, qui m'a beaucoup ému. Enfin vraiment, les filles du Docteur March. Bravo à Greta Gerwig qui figure 3 fois pour l'instant. Peut-être sera-t-elle dans le top de Michael, mais félicitations, effectivement c'est un film, j'ai l'impression qu'on a tous beaucoup aimé. Michael, toi, quel film mets-tu en seconde place? Alors moi en second, j'ai mis le film Drunk, réalisé par Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen. Pourquoi je le mets à cette place? Alors je trouve déjà que le pitch de base est super original. Donc voilà, c'est pas le genre de film qu'on voit souvent au cinéma. Et il y a Mads Mikkelsen, et ça c'est très 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 fort. Et bien sûr, il y a une des meilleures scènes finales pour moi de 2020 qui est très très jouissive. On ne spoilera pas, mais la séquence de fin mais voilà. Moi je suis d'accord avec Drunk. J'ai failli le mettre, juste je l'ai pas mis parce que je trouve qu'il y a une longueur quand même au milieu. Il y a une longueur qui fait que le film aurait pu être beaucoup plus fort sans ce moment un peu flottant où en fait il se passe pas grand chose finalement et qui sert pas à grand chose. Donc je me dis c'est dommage, il aurait pu faire encore plus fort, mais je suis d'accord, et notamment en termes de mise en scène. Moi j'avais l'impression quasiment d'être bourré comme eux, parce qu'il utilise une caméra portée pendant tout le film tout est assez en mouvement, et du coup on a l'impression de s'enivrer comme les personnages devant le film. Donc c'est vraiment un très bon film. Michael, rapidement. Très rapidement, moi ce que j'ai trouvé très fort, c'est que le film de base est quand même relativement froid, on met du temps à se mettre dedans, les personnages sont pas démonstratifs, ils vivent leur petite vie, et en fait petit à petit, et grâce à l'alcool, tout explose, les non-dits s'expriment, les personnages se transforment, et il y a ce final incroyable, et je trouvais que c'était très bien maîtrisé à ce niveau-là. C'est vraiment cette montée en tension que j'ai trouvé excellente. Gabriel, tu l'as vu toi, et Elsa, vous l'avez vu? Moi j'ai hâte de le voir quand les cinémas réouvriront. On attend ça alors. Pareil, donc très bien. Moi en deuxième place, pour moi le second meilleur film de 2020, on l'a déjà cité, c'est Invisible Man, tout à fait, de Lee Whannell. Avec Elisabeth Moss. Oui, c'est ça, que je me trompe pas d'Elisabeth. C'est effectivement, je trouve que c'est d'une telle réussite en termes de mise en scène, en termes d'histoire, en termes de jeu d'acteur. Tout est quasiment très bien réussi. Je sais pas comment le dire, bien le formuler, mais c'est vraiment un film très intelligent, donc que je conseille fortement. Et donc voilà, Invisible Man, deuxième place. On passe finalement à la place convoitée pour chacun d'entre nous. Quel est le meilleur film de 2020? On commence avec Gabriel. Qu'est-ce que la question est difficile. Moi je vais retourner en France pour ce dernier film avec La fille au bracelet de Stéphane Demoustier, qui parle du jugement d'une jeune fille accusée du meurtre de sa meilleure amie. Et le film est en fait son procès.
Et c'est le spectacle de l'intrusion de la justice dans la vie privée, le conflit entre moralité et justice. Et c'est un film de procès qui m'a profondément bouleversé. Et j'aurais du mal à arrêter d'en parler, mais bon, je vous laisse chacun votre tour présenter aussi vos films. La fille au bracelet, moi je l'ai pas vu. Moi non plus, mais pourtant, non, je l'ai pas vu non plus. Il a laissé une belle impression, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression et tout. Ouais. Donc je le rattraperai. Et Elsa, toi, quel est ton meilleur film de 2020? Alors le film qui m'a fait le plus impression cette année, c'est Antebellum avec Janelle Monáe. Je vois tout le monde qui rigole parce que c'est pas... C'est marrant parce que c'est le film qu'elle voulait pas voir. On a fait la critique, elle se dit oh non, un film d'horreur, je vais pas le voir. Oui, et mais finalement... on a fait la critique, je vais pas redébattre dessus, mais c'est le film qui m'a laissé la plus grosse impression cette année. C'est-à-dire que, comme je dis, quand je ressors d'une salle, j'aime que le film me laisse quelque chose. Et là, j'y ai pensé pendant une semaine. Je pensais à ce film. Elsa, Et j'ai trouvé que Janelle Monáe était, pour presque un de ses premiers rôles, parce qu'elle avait aussi joué dans Moonlight, par exemple, était très forte. Elle incarnait tout en nuances. Je veux pas spoiler, donc je vais m'arrêter là, je pense. N'en disons pas trop, mais effectivement, c'est un film qui est très intéressant, notamment en termes de mise en scène. Encore une fois, je le rappelle. Et une musique. Moi, je trouve que c'est la meilleure musique de l'année. La séquence d'intro est super. La meilleure musique, on n'exagérons pas. Mais... tu me diras laquelle tu penses. tu penses. Je suis d'accord avec Elsa pour la musique. Non, mais la musique est super. Je suis d'accord, la séquence d'intro. Mais après, il y a d'autres musiques qui sont super. Moi, je citerai peut-être Adieu les cons. La musique, je la trouve incroyable. Tenet, la bande originale est parfaitement pensée pour son sujet. Mais allons-y, Michael. Alors moi j'ai joué dans l'original, c'est un film français également, donc j'aime beaucoup les films français quand même, mais là c'est une petite pépite que pas grand monde a vu, je crois qu'il a fait 30 000 entrées, il s'appelle Felicita, qui est réalisé par Bruno Merle, qui a fait seulement 2 films, dont un qui s'appelle Héros avec Michael Youn, qui n'avait pas marché également. Là on est avec Pio Marmaille, Camille Rutherford. Alors pourquoi je l'ai mis là? C'est un film un petit peu ovni, donc ça raconte... C'est dur à raconter, mais ça raconte l'histoire d'une famille complètement en marge de la société et en fait qui est en cavale à cause de Pio Marmaille, donc le père qui est du coup en cavale, donc toute la famille le suit et donc c'est le quotidien d'une famille en marge originale. On ne voit pas ce genre de famille en France. C'est une famille avec une éducation particulière, donc il y a une jeune fille qui elle a envie de normalité et c'est très original, très frais, très... Gabriel. Pardon. Alors, moi, j'ai pas vu le film, mais je voulais te demander, est-ce que ça ressemble un peu à Captain Fantastic? Je n'ai pas vu Captain Fantastic, c'est dans ma liste, mais... Avec Viggo Mortensen. Mais je crois que Captain Fantastic, c'est réellement fantastique. Ça va un petit peu dans tous les sens ou pas du tout? Oui, c'est pop. C'est pop, c'est ça. Là, c'est un peu différent parce que ça mêle un peu drame. C'est un sorte de road movie, donc c'est-à-dire qu'ils vont de maison en maison parce qu'ils squattent des maisons. Donc c'est un petit peu un road movie avec une famille. Et l'humour est très particulier. C'est parfois un petit côté thriller. Donc c'est vraiment un ovni ce film et c'était ma grosse surprise de l'année. T'es le seul à avoir vu Felicita ici. Personne. Il l'a vu 30 000 fois du coup. Ah oui, c'est ça, c'est le seul spectateur du film de cinéma. Moi, en meilleur film de 2020, je ne surprendrai pas malheureusement, mais je mettrai Tenet. Et en vrai, j'ai réfléchi un peu parce que Tenet, c'est pas mon Christopher Nolan préféré, mais je me dis que c'est une telle expérience de cinéma et surtout à une époque où les cinémas pendant cette année 2020 ont été beaucoup fermés. Je félicite quand même ce courage d'avoir sorti ce film et vraiment, je trouve que c'est un film qui marque et qui je pense marquera aussi et qui reviendra au fil des années, qui ressortira au cinéma parce que c'est une expérience singulière. Donc Tenet de Christopher Nolan, pour moi c'est le meilleur film de 2020. Si on fait un peu une conclusion, une synthèse pour voir les films qui reviennent, on a Tenet qui est présent 2 fois, on a Invisible Man aussi qui revient 2 fois et je crois que le film qui remporte ce classement c'est Les Filles du Dr March qui revient 3 fois en tout, dans la 2e place pour Gabriel, 3e place pour Elsa et 4e pour moi. C'est celui qui a l'air de faire l'unanimité. Greta Gerwig remporte le clapement prix, 5 Awards. Voilà, le clapement 5 Awards. On vous le conseille si vous l'avez pas vu, mais effectivement je pense qu'en tout cas notre top 3 de groupe c'est en premier Les Filles du Dr March, peut-être en second Tenet et en 3e donc Invisible Man. Ça fait un bon trio de tête qu'on vous conseille. Mais allez voir La Fille au bracelet quand même. La Fille au bracelet, effectivement il y a des pépites à découvrir. Exit dont tu parlais, Fille au bracelet, Felicita. Il y a peut-être des
films que vous n'avez pas vus et que vous pourriez découvrir. Donc on vous conseille. Et Adieu les cons en ressorti. N'oublions pas qu'Adieu les cons ressortira au cinéma. Donc quand les cinémas réouvriront, vous pourrez les soutenir en allant voir ce film-là. Tenet d'ailleurs ressortira aussi sûrement, je pense. Ah ouais oui, c'est Tenet possible. qui a fait le meilleur box-office de l'année. Ah bah oui, c'est vrai du aussi, coup, bah oui. puisque l'année s'arrête maintenant, officiellement incroyable, Tenet, premier film en Plus français. que 1917. Ouais. Ouais. Il a fait 2 500 000 entrées environ. je crois. Justifié. Allons, mais voilà, chez vous, n'hésitez pas à nous dire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 quel est votre film préféré de 2020. C'est la fin de cet épisode, merci à vous tous de l'avoir suivi, merci à tous nos clappeurs, merci aussi à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clapement 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clapement 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes. Rendez-vous vendredi sur Clapement 5 pour un nouvel épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.